Vous savez ce que le président Ahidjo faisait? Il a recruté plus les gens dans l'armée que dans la société civile, monsieur. Vous pouvez... Je vais donner un exemple, hein. Je ne voulais pas parler de lui. Je vais donner un exemple. Si vous évoquez Ahidjo, sur Ahidjo en 84, le Cameroun produisait 1800 barils de pétrole par jour. C'est ce que vous dites. Sur Paul Biya, en 2023, nous sommes seulement à 68 000. Ok. On est à se demander, voilà l'image de la continuité de la gouvernance du Cameroun qu'a laissé Ahidjo entre les mains de Paul Biya. Donc d'accord, ok. Quand Ahidjo partait des affaires, il a audité et il vous a dit quel le niveau de trésorerie qu'il a laissé sur le plan comptable. Je vous prends à témoin, vous qui êtes des grands journalistes, dites-moi quand votre Ahidjo est parti, est-ce qu'il a laissé et il a audité? Parce qu'il y a une direction de la comptabilité nationale qui est... En tout cas, il a dit avoir laissé une économie saine. Il a avoir laissé une économie saine. Ça. Et ça n'a pas été contesté, ça n'a pas été contesté par ceux qui l'ont remplacé. Les journalistes? Vous êtes des journalistes. Il a dit... ça n'a pas été contesté par celui qui l'a remplacé. Ça n'a pas été contesté. Par celui qui l'a remplacé. Et du coup, la crise qui existait en 1973, ce n'était pas sous le contrôle du président Paul Biya. Vous n'en parlez pas, hein? D'accord? On vous laisse une maison, on ne fait pas un état de lieu, et les gens viennent dire, il y a un voisin qui passe, il dit, j'ai entendu dans la maison qu'il y a 3 casseroles, il y a 2 bassines d'eau, mais arrêtez ça. Arrêtez ça. De quoi il s'agit? Qu'est-ce que le feu président Ahidjo, que je respecte, a laissé comme patrimoine financier au Cameroun? Qu'un seul journaliste au Cameroun me détermine que, voilà, je suis passé au niveau des finances, à la gestion du budget. Je vais vous aider. Quand on vous parle de la prospérité, ça veut dire que, conséquemment, c'est une comptabilité stable. La prospérité ne veut pas seulement dire la stabilité. Qu'est-ce que c'est, dites-nous? La prospérité peut être le bien-être physique. C'est de ça qu'il s'agit, monsieur. Le bien-être physique et même le bien-être physique, président, est la conséquence de quoi? Quand le président Ahidjo partait, on avait une économie plus ou moins stable, avec un ensemble d'entreprises nationales. Aujourd'hui, après 82, on a totalement soit dilapidé ou alors simplement privatisé. Si pour quelques-unes, vous ne pouvez pas passer cela en perte et profit. La stabilité que le président Ahidjo a laissé entre les mains du président. Vous savez, je suis tout oui. Je ne peux pas vous donner des scoops. Je vous donne des informations qu'on n'avait pas. Les entités financières fonctionnent au terme des intérêts dans chaque pays. La Banque mondiale, par exemple, la BAD ne peut pas faire un financement au Cameroun sans avoir ses intérêts. D'accord? Et à l'intérieur de cela, il y a ce qu'on appelle l'usufruitier qui existe. Ça peut être une entreprise française, ça peut être une entreprise américaine, ça peut être une entreprise asiatique. Vous pensez que quand la BAD vous donne de l'argent, c'est pour vos beaux yeux? Ah non, pas du tout. Derrière, il y a une pédagogie d'intérêt qui existe. Et c'est à travers cela que la Banque mondiale aussi implémente le cautionnement de la crédibilité, parce que ce sont des pays qui cotisent. Et ces pays qui cotisent ont des droits. Donc, si vous estimez aujourd'hui que Fougerolles ou Razel ou Edok était, vous n'avez pas connu l'entreprise Edok était, je suis sûr que vous êtes peut-être plus jeune encore, d'accord? C'est des entreprises qui n'étaient pas des entreprises, qui n'ont pas été des entreprises, qui étaient des entreprises nationales. Aujourd'hui, on a redéfini pour encourager la petite et moyenne entreprise. Économiquement. L'éclatement s'est fait sous le renouveau. Est-ce que vous savez que le Fogapé, une entité comme celle-là, qui faisait ce qu'on appelle distribuer de l'argent aux petits amis, s'est tué tranquillement parce que les gens n'ont pas fait ce qu'on appelle le reversement de ce qu'ils ont fait. Cameroun Bank, c'est des choses dont je ne voulais pas parler à vous, sauf si vous voulez qu'on en parle. Hein. Non, on n'en parle pas, président. Je voulais vraiment vous poser une question directe. Pour vous, le Cameroun va bien? Le Cameroun se porte au mieux bien. J'ai dit au mieux bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes un Cameroun. Le Cameroun n'est pas un Cameroun à part. Il y a une copie conforme aujourd'hui, l'histoire de Covid est arrivée. Il y a un enchaînement d'une pédagogie ou du scientifique qui est en train de terrer les économies dans le monde. Et le Cameroun a pris un coup. Vous comprenez? En dehors de ça, nous avons la grande assiette de la prédation qui est faite par un certain nombre de Camerounais qui n'ont pas la moralité disciplinée. Vous comprenez? Donc c'est pour cela qu'il se pose un problème aujourd'hui. Donc si vous n'osez pas dire que le Cameroun va très bien, c'est à cause... Oui, si vous n'osez pas dire que le Cameroun va très bien, c'est à cause de la prédation
des collaborateurs du chef de l'État. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je veux bien que vous précisiez. C'est pas ce que j'ai dit. Je veux bien que vous précisiez. Les prédateurs sont multiples. Ça peut être dans la diversité des hommes d'affaires, ça peut être dans le contexte économique, ça peut être des ministres ou bien ses collaborateurs. Quand on parle de prédation, c'est pas, ne croyez pas qu'un ministre pour entamer le trésor public le fait seul. Celui qui a produit son en-tête, celui qui lui a donné les facilités pour créer des documents fictifs et tout, il fait partie. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le grand chantier du chef de l'État, il a toujours dit depuis qu'il arrive aux affaires, ça vous oubliez de le dire, depuis Baminda, quand il prenait corps du parti politique qui a fait fusion du côté de Baminda, il avait dit, le grand chantier c'est quoi? La moralisation et la lutte contre la corruption. Vous avez oublié ça? Alors aujourd'hui, il a continué. Et il continue, et les effets sont là. Est-ce que le président Aïdjo pourrait faire interpeller son premier ministre? Combien de commissaires ont posé des actes? Vous pensez qu'à l'époque d'Aïdjo, il n'y avait pas de détournement? Pourquoi est-ce que cela a été protégé? Parce qu'on avait le blessement de... Oui, mais c'est quand même, il sort de tel village. 40 ans plus tard, le chef d'État a fait 41 ans. Moi, je connais un homme qui est parti comme ça, qui est mort, je voulais le dire comme ça. Un très grand sénateur. Pour ne pas le citer, le sénateur Bokete. Il a un immeuble depuis 65 ans qui appartient à l'État. Là où au lieu dit Zépol, l'immeuble qui appartient à l'État. Alors, à 65 ans, Paul Biya a fait 41 ans. Donc, ça veut dire que la discipline de la prédation n'a pas commencé aujourd'hui. Que les gens entrent dans le calendrier grec des archives. Arrêtez de manipuler. Mais président Georges Ibeba, on a vous donné le sentiment dans le fond que le discours de la rationalisation des dépenses publiques a commencé sur Paul Biya. Je vous dis que c'est à mettre à l'actif du président Aïdjo. En 1980, au congrès de l'UNC à Bafoussam, le président Aïdjo l'évoquait déjà. Ah bon, merci. La rigueur et la moralisation. L'évoquait déjà, la rigueur et la rationalisation de la dépense. À l'époque d'Aïdjo. Non, non, puisque vous voulez donner le sentiment que c'est sous Biya qu'on a engagé le chantier de la rationalisation, oui, monsieur, de la dépense. Oui, monsieur, j'en assume la responsabilité. De la rigueur. Oui, monsieur. Je vous dis qu'Aïdjo l'avait déjà fait à Bafoussam en 1980. Il avait mis combien de personnes en prison? Combien de fonctionnaires ont été interpellés? Peut-être qu'il a été préventif. Bon, il a été préventif en laissant le garage administratif qui prenait près de 70 milliards chaque année, des véhicules qui se baladaient dans les champs. Soyez idiots. C'est ça, la gestion. Et on ne voit plus de véhicules dans les champs aujourd'hui. Merci. On n'en voit plus. Le garage administratif n'existe plus. Je vous donne même cette information. Ça n'existe même plus. Bon, je voulais quand même qu'on quitte un peu ces questions économiques pour revenir sur le président Baola personnellement. On vous voit très présent médiatiquement ces derniers jours. On vous voit partout. Vous annoncez même une certaine candidature. Une certaine. Je reste toujours dans les guillemets, permettez-moi. Vous pensez que les militants qui sont assis derrière là, c'est pour s'amuser, c'est ça? Oui, je reste toujours dans une certaine. Dites, vous annoncez une candidature, certaine. Ok, d'accord. En tout cas, votre parti ne peut pas investir un candidat à la présidentielle. On a quand même... C'est ce que vous avez dit? Oui. La dernière fois, vous m'avez dit que je ne pouvais même pas concourir. Je vous ai dit, je veux concourir. Je vous mets en défi, vous allez voir. Non, j'ai dit votre parti, je n'ai pas dit vous. Votre parti. Le parti républicain. Notre parti fonctionne. Vous n'avez pas d'élu. Pourquoi? Est-ce que le code... Attends, les élections sont seulement tenues aux élus. Si vous n'avez pas d'élu, vous ne participez pas. Il y a la présidentielle notamment, nous parlons de la présidentielle, c'est clair. Avant les présidentielles, il y aura les législatives et municipales. Les municipales, donc ça Roger, si tu me permets quand même que je pose ma question, parce qu'entre-temps, quand même, il y a un mouvement à côté, dont notre fils de... Bon, je ne vais pas citer le nom ici. Vous ne citez pas le nom, pourquoi? Vous avez peur? Non, il n'est pas là. On va pas parler de quel mouvement. Je ne vais pas parler de lui. Non, alors. Je parle de vous en tant que, entre guillemets, fils aîné. Ouais. Est-ce que votre présence médiatique, c'est pas pour mettre un peu d'ombrage dans cette dynamique de l'autre fils de... C'est-à-dire quoi? Qui s'appelle fils de quoi? Il s'appelle comment, ce fils-là? Bon, Franck-Emmanuel Biya, si vous voulez qu'on en parle. C'est pour vous déterminer. Il a quel mouvement? Il a un mouvement politique. Les franquistes. Non, d'accord. Ce mouvement est dans vos poches. C'est ça? Poches. Moi, quand je parle, il faut respecter les militants. Hein, parce que nous avons une titulation officielle. Nous parlons au nom du parti.
on est couvert par l'immunité, s'il vous plaît, on est couvert par l'immunité administrative. Ils font aussi des Comment vous pouvez publiques. prendre un monsieur comme moi, qui est président d'un parti légal, qui fonctionne, je suis sur Canal 2, je parle de mon parti et de la vie active de la société. Vous me comparez aux gens qui sont dans les fouines. Ils font aussi les réunions publiques. D'accord? Vos réunions publiques vont devenir l'imposture. Beaucoup, vendredi, l'autre est arrivé. Ça va arriver là bientôt. Vous savez, le monsieur là, le président Paul Biya est légaliste. Hein. Président, vous évoquez. Ne croyez pas que c'est le papa à pompon. Président, il est légaliste. Et vous allez voir. Beaucoup vont suivre. J'avais dit à Rodrigue Tongue que ça va se suivre. Il ne m'a pas cru. Et ça se suit. Une opinion, voilà. Pensait quand même que c'est pour faire ombrage à cette dynamique-là. Non, mais je fais ombrage à une personne qui n'existe pas. Comment il n'existe pas? Le mouvement est lequel? Moi, je suis président du Parti républicain. Alors, si vous parlez de franquisme, vous avez la légalisation de votre mouvement dont vous venez défendre? Eh bien, c'est pas le mien. Hein. Vous voyez que je ne voulais pas qu'on perde du temps aux téléspectateurs. Vraiment, si vous avez un mouvement, présentez celui qui concourt à ce mouvement à la tête de ce, je voulais dire à la tête de ce mouvement, et si vous estimez qu'il y a quelqu'un que papa a choisi en tant que Paul Biya, vous vous trompez. Il a dit, et la redite a été pérennisée. Chaque Camerounais, en fonction de sa taille politique, les urnes vont être le précepte de la conclusion de son investiture. Mais vous êtes mieux introduit que moi. Vous savez quand même qu'il y a certains dans les chaumières qui en parlent. Qui pensent qu'ils en parlent. Je vais vous dire quelque chose. Pour élaguer cette histoire. Je vais vous dire quelque chose. Arrêtez de faire ce qu'on appelle la fanfaronnade. C'est du bluff. Ben, c'est pas moi. Beaucoup ont bluffé comme ça et se sont retrouvés ailleurs. C'est des histoires. Et je voulais dire à la population ici, quand quelqu'un se présente comme une institution morale, il faut qu'il ait qualité. On n'est pas là pour dire tel est l'enfant de l'autre. Nous sommes dans un état de droit. Vous pensez que parce que je suis le fils de Paul Biya, je ne dois pas respecter la loi? Donc vous estimez que vos mouvements que vous créez dans vos poches là, mouvement de franquisme, mouvement de tel, j'ai vu même un mouvement qui est né. Et je voulais le dire, je profite de votre tribune pour le dire. J'ai vu des gens qui sont allés se réunir dans un quartier, ils disent qu'ils sont le soutien au SGPRC. Le SGPRC n'a mandaté personne. Le ministre d'État Ngongo n'a mandaté personne. Si les gens ont des problèmes de ruine, ça veut dire que dans leur tête, ils ont des choses qu'ils lisent encore. Nous sommes dans une république. Mais vous ne pouvez pas apporter du soutien à un monsieur qui est le secrétaire général d'une administration donnée. Président, laissons le SGPR. On est avec l'autre fils. On est avec l'autre fils. On le voit dans les sommets. On le voit dans les sommets. On le voit. Quand est-ce que le leader de votre mouvement entre guillemets, le Nomgui, on le voit partout. Pardon? On le voit dans les sommets. Moi, je ne veux pas dans les anniversaires. Un sommet n'est pas un anniversaire, président. J'aime pas beaucoup les anniversaires. Président Georges Bangola, est-ce que c'est pas ça le véritable problème de la partie de l'histoire du Cameroun pour 2025, où on a comme l'impression qu'en fait, au sein de la famille présidentielle, il risquerait d'avoir de l'éclatement au grand jour. On évoque là, sous cap, Franck-Emmanuel Biya, dont vous peinez à accepter qu'aujourd'hui, il y a des gens qui estimeraient, oui, c'est le cas. Permettez, vous peinez à accepter qu'il y a des gens qui estimeraient qu'avec lui, le Cameroun peut être garanti de faire une alternance ou une transition apaisée. Vous vous présentez également comme un candidat de la solution. Ne me grignotez pas le temps. Je suis venu parler à la population camerounaise et aux Camerounais. Oui. Bon, je voulais simplement que vous puissiez me donner le temps de parler. Sauf si vous voulez répondre à ma place. Alors, je voulais simplement dire ceci. Quelle est même la dynamique que vous apportez dans la famille présidentielle? Est-ce que le président Paul Biya vous a dit qu'il y a un de ses enfants qui sera héritier de sa politique? Il vous a dit ça. Vous chuchotez, on coupe les drapeaux en route, les gens n'ont pas honte. Vous êtes même quel genre de jeunes? Vous êtes quel genre de jeunes? Vous êtes déluctés, effroyablement. Moi, je suis au village. Hein. Je suis dans mon village en Vomoka, monsieur. Moi, je ne parle pas en ville. C'est plus dans l'Union et quelle est. Merci, je n'ai jamais dit. Parce qu'il y a 15 ans, vous étiez. Je suis désolé si vous voulez savoir. Moi, mon épouse, elle est ici en salle. Hein, je ne peux pas le cacher. Elle est d'Union et qu'elle est.
Ça n'empêche pas que je puisse le définir comme ça. C'est comme mon fils Kassébeto, il est d'Union Ekele. Si vous ne savez pas ça, je voulais simplement vous répondre dans tout ça. Je n'ai jamais dit que j'étais d'Union Ekele. Je suis de mère Bassa, par définition. Hein? Je suis de la Sanaga maritime de Baie, paix à son âme, et de père de Vomeka, un petit village très beau. Vous avez une parcelle de terre en Vomeka? Pardon? Vous avez une parcelle de terre en Vomeka? Pourquoi vous voulez savoir? C'est ce qu'on vous a dit? Je vous pose la question à vous. Je ne vous dirai rien du tout. Moi, je ne parle pas. Je suis une carte. Je ne dis pas n'importe quoi. Vraiment, vous sortez. Qu'est-ce que c'est? Oui, parce que si je n'ai pas une parcelle de terre là-bas, vous ne saurez jamais, parce que je parle en tant qu'une entité additionnelle. Je suis le fils aîné d'un chef d'État. Je vis dans une discrétion absolue, mais ne veut pas dire que... Mais vous passez à la télé quand même, alors que vous êtes discret. C'est normal que j'en parle, que je défende. Que je suis... La discrétion me dit défendre ce qui est vrai aussi. Vous pensez que je suis pas un poule mouillé qui va... manger de temps en temps des tatas, comme on dit. Moi, je défends mon père, hein. Si vous voulez ou pas. C'est un droit absolu. Que les gens ne vont pas venir me dire non, il ne faut pas parler parce que c'est le président politique. Mais vous auriez pu intégrer le RDPC ou créer un autre parti. Pourquoi vous voulez que je crée le président de l'opposition alors que vous soutenez... La bénédiction même de ce parti, la solidification, ça a été faite par le président de la République, ça ne souffre d'aucune contestation. Alors quel opposition de votre parti? C'est un parti allié au pouvoir. L'alternance dans la continuité. Comment... L'alternance dans la continuité. Comment, ça vous gêne? Comment on parle d'alternance alors que... L'alternance dans la continuité, ça veut dire que le prochain candidat... Est-ce que... Non, j'ai dit ceci. J'accompagne les us et les armoiries institutionnelles. Le président de la République actuelle est le prochain candidat. Dans des pays, vous avez dit qu'il est vieux. La vieillesse, ce n'est pas danger. Ça veut dire que le d'accord. En 2025? En 2025, c'est normal. Qu'est-ce qui est mauvais? Laissez-le faire les états de lieu. Vous serez plus candidat alors? Je vous ai dit, je suis candidat et j'accompagne M. Biya. Vous serez candidat contre Paul Biya. Mais ça vous dit quoi? Je parle français. Oui. C'est pour grignoter les quotes-parts de quelques imposteurs qui disent qu'ils sont... Vous avez dit, c'est... Donc vous venez pour de la figuration. Alors. Pardon? Vous venez pour la figuration, vous êtes candidat. C'est pas la figuration. Parce que quand moi je ne suis pas. Non, je viens grignoter. Quand je viens le dire, c'était une façon de parler. Écoutez, monsieur, je vais définir ma candidature en 2025. Le candidat sollicité par le Parti républicain et solidifié, c'est le président Paul Biya, parce que c'est un choix de partenariat politique. Maintenant, en ce qui concerne ce partenariat, je n'entre pas dans la confiscation des armoiries comme d'autres qui pensent que casser, insulter, dire des choses qui n'ont rien à voir avec. Il y a deux candidatures de l'Alliance et de l'opposition. J'avais bien dit. Il y a quelques jours, j'étais dans une télévision. J'ai dit, ça va éclater. On a déjà deux alliances. Alors, si moi aussi je viens créer mon alliance politique, ça va donner quoi? Ce sont des imposteurs qui pensent que la République est une rutilante voiture où on peut entrer quand on veut et en sortir parce qu'on n'en veut pas. C'est pas normal. Président Georges, est-ce que quand vous l'évoquez, vous parlez des imposteurs, là on parle des enjeux de 2025. 2025 indique beaucoup de choses. Le président camerounais est le chef d'État le plus âgé au monde en fonction. C'est ce que vous dites. C'est un fait. C'est une vérité. C'est un fait. C'est une vérité. Et en face, on se demande bien, est-ce que votre grande présence, grand déploiement médiatique aujourd'hui ne vient pas effectivement diluer la volonté des forces de changement à pouvoir passer à quelque chose de beaucoup plus sérieux? Vous savez ce qui m'amuse? Par définition, les forces de changement en face sont lesquelles? Par définition, ils sont l'opposition. On a l'opposition. Il y en a une. La vraie. On en a. La vraie définition. Maurice Kamto, 14%, je vous rappelle. Maurice Kamto, 14% en 2018. Cabral Libi, 6%. Ça fait quand même 20% des Camerounais. Ceux qui n'ont même plus de parti politique, l'imposture, même avec les factums au tribunal, c'est moi qui dis, vous venez dans ma maison, je vous dis que vous ne restez plus là. C'est ma maison, partez. Vous êtes avocat, vous allez partir. Ça devient un problème. Vous devenez de force ou de gré, c'est votre histoire. Vous parlez des gens dans le présent, dans le futur, dans bientôt. Le mandat de l'investiture de la législative. Permettez, président. À vous écouter, ça veut dire qu'en 2025, c'est le statu quo. C'est Paul Biya et après Paul Biya. Qu'est-ce que vous dites là? Le statu quo, ça veut dire quoi? Ces élections sont organisées. Il y a un calendrier.
Il y a les municipales, il y a les législatifs qui vont se tenir. On vous a dit quoi? Mais le président aura quand même 93 ans. Alors, vos 93 ans, quand Mao Tse-tung était aux affaires, on avait défini son âge parce qu'il était vieux. Mao Tse-tung avait fait 42 ans au pouvoir. Non, mais il est mort à quel âge? Peut-être, moi, je ne sais pas. Tu peux me donner l'âge? Est-ce qu'il a fait 42 ans? Non, je demande à quel âge il est mort. Président. Pourquoi? Répondez, non, vous avez... Vous avez toutes les motifs, non? L'opinion publique comme quelqu'un d'assez suffisamment clair dans ses déclarations. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, l'enjeu de 2025, c'est de savoir si le président Paul Biya, au vu de son âge assez avancé, de sa cécité, 42 ans, je peux même aller même loin, 42 ans de règne, peut être encore une solution. Vous savez, ce qui m'amuse, c'est que quand on est dans une grande télévision comme Canal 2, on voit comment la prospérité du renouveau se fait remarquablement. Vous avez vu au début de l'émission, on m'a rappelé ici, et je suis très content de ce que vous avez fait. C'est la force du travail d'un homme. Non, c'était pas la force du travail. Il faut qu'on te donne la liberté. À l'époque d'Aïdjo, il y avait combien de télévisions? Il y avait combien de radios? Vous qui parlez là, vous deviez exister. Vous qui parlez là, vous êtes devenus des grands journalistes aujourd'hui avec des gros costumes. Vous devez exister. Aïdjo, vous avez laissé même dire même mots. Maintenant, quand quelqu'un arrive, il dit prompte solution. Les jeunes peuvent choisir leur métier en toute quiétude. Ça devient un problème. Or, on voit des grandes télévisions qui sont nées, on voit les Rodi Tongek avec des gros costumes. Vous pouvez parler, vous pouvez dire ces mots là. Mais on a les costumes à prendre à faim. On a les costumes à prendre à faim. Je voulais vous dire, Abel Bengalefo, quand il reportait un match, il faisait attention de dire, de se tromper. Et quand il regardait à la tribune, il dit, oui, mais s'il est là, il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Il était obligé de raconter ce qui intéressait les gens. Aujourd'hui, quand vous avez la quiétude, la liberté de faire des grands studios, vous êtes des grands promoteurs. Des journalistes en prison aussi. Pardon? Des journalistes en prison. Lesquels journalistes en prison? Il y en a, vous n'avez pas encore vu un journaliste en prison? Non, mais avant, là vous me prenez leur cause. À l'époque, vous étiez directeur de publication. À l'époque, vous étiez directeur de publication. Oui, mais non. Vous-même, vous êtes passé par la case prison. Non. Pius Diawe est passé par la prison. Non, mais c'est bien. Oui. Pius Diawe est allé en prison parce que quelqu'un a estimé qu'il avait posé un acte et le chef de l'État a demandé qu'on le libère. Et vous êtes allé en prison. Qu'il ne trouvait pas mal que. Et vous êtes allé en prison pourquoi, président? Pardon? Vous êtes allé en prison pourquoi? Parce que c'est la liberté qui a été inquiétée. Et vous avez vu que le retournement, c'est que beaucoup se retrouvent ailleurs aujourd'hui. On a dit que j'étais là-bas pour propagation de fausses nouvelles, mais d'autres sont là. Exactement. C'est pas ça? Ouais. Bon, on va gérer la propagation alors de fausses nouvelles. Président Georges, le problème de fond aujourd'hui, quand vous parlez de votre père, vous dites que les jeunes ont la liberté de choisir leur métier, le président est étonné. Pardon? Le président camerounais, dans son dernier discours à la jeunesse, le 10 février dernier, est étonné du flux du départ de cette jeunesse. Pardon? Vous m'écoutez très bien. Quel départ? Il s'est monté. Il s'est monté. Non, l'inquiétude, c'est quoi? L'exode des jeunes Camerounais vers l'Occident, notamment le Canada. Il n'a pas dit le Canada, mais nous avons bien compris qu'il s'agissait du Canada. Écoutez, un papa, un parent, le père de la nation observe un caractère instable. Il y a des jeunes qui entrent dans ce qu'on appelle la furtive. Ils disent, il n'y a pas moyen de vivre au Cameroun. Il vous dit, faites attention, il y a de la manipulation, il y a la vase communicante de la communication qui prend un coup à travers la manipulation. Il faut rester parce que l'avenir c'est ici. Ailleurs, vous ne pouvez pas. Le chef d'État a été en Europe. Il a été au 16e, il connaît l'Europe. Vous pensez que si aujourd'hui il donne un conseil aux jeunes de ne pas y aller, c'est parce qu'il sait ce qui se passe là-bas. Donc, si les jeunes estiment que... Lui, il était boursier. Bon, mais il n'avait pas bosaillé, comme les jeunes disent. Oui, mais il était boursier. Ouais. Quand il partait, c'est parce que c'était un mérite. Mais je vous rappelle que la bourse... Non, nous ne disons pas le contraire. Voilà. On veut dire que l'Europe que lui, il a vécue, c'est pas l'Europe que vivent les beaux-ailleurs. Le 18e, par exemple. Les beaux-ailleurs, ceux qui traversent par, disons, le désert et tout, pour arriver. Vous savez pourquoi ils vont vite? Parce qu'ils croient à quelque chose. Ils imaginent que quand tu arrives en plein Paris, il y a un arbre ou bien une machine qui fait couler des billets dans la rue. Vous savez, là-bas, ça va très bien. C'est quand ils commencent à ne pas avoir un billet de métro qu'ils commencent à réfléchir que je suis resté en Vorada ou bien
en Kololun, tranquille. C'est ça le vrai problème. L'esprit de curiosité, c'est ça qui fait voyager un certain nombre. Et le manquement grave de la moralité, parce que les parents doivent jouer un rôle. Vous ne pouvez pas dire à votre enfant d'aller à l'étranger alors que vous-même, vous vous êtes terré ici pendant 70 ans, 90 ans, voire plus. Vous n'êtes jamais parti parce que vous vous sentez bien chez vous. Mais vous dites à votre enfant d'aller chercher la manne nourricière en Europe. Il y a un problème. Ça veut dire que vous fuyez vos responsabilités. Et il se pose un problème aujourd'hui d'encadrement. Mais cet encadrement devrait venir du président Georges Weah. Ça devait venir du président bien comme l'indiquait Rodi Tongue, a connu toutes les faveurs de la République du Cameroun. Le président Biya, comment je dis là, l'université n'était pas à des taux variants comme c'est le cas aujourd'hui. C'était gratuit. C'était gratuit. Il a une bourse, il a une promotion. La preuve, il devient haut fonctionnaire de l'État du Cameroun à moins de 40 ans. Aujourd'hui, cette même jeunesse croise les bras. Je voulais vous répondre très vite. Je sais pas, vous savez, c'est du n'importe quoi. Qui vous a dit que Paul Biya n'a jamais souffert dans sa vie? Il a souffert à quel moment? Vous pensez qu'il n'a pas vécu des difficultés? Vous pensez que... À quel moment? À quel moment il a souffert, président? Laissez-moi parler, monsieur. Vous avez un père de catéchiste. Un fils. Laissez-moi parler. Un père de catéchiste, c'est un grand-père. Et vous êtes monsieur Biya. Vous allez à l'école à pied. Laissez-moi parler. Allez-y, président. Pourquoi vous voulez m'interrompre? Vous voulez l'information ou vous ne voulez pas l'information? Non, mais il a souffert à quel moment? D'accord. À l'époque, il y avait le vélo. Vous pensez que quand marcher à pied, aller d'un village à un autre, ce n'est pas la souffrance pour aller à l'école? Vous saviez dans quelles conditions vous pouvez obtenir une bourse? Vous connaissez les modalités et les conditions données à l'époque? Par l'outre-main, c'est quand même pas... Mais il nous semble bien que le président de la République avait un vélo en terminale. C'est comme vous l'avez dit. En tout cas, je l'ai lu dans différentes biographies. Le vélo Zéphyr. Oui, c'est un luxe d'avoir le vélo. Moi, je vais vous donner une information. Le vélo Zéphyr, à l'époque, n'était pas donné. Voilà. Vous avez compris? Voilà. Et quand vous dites qu'il avait un vélo, il utilisait le vélo, c'était ou à Ndeng ou dans quel village? Ou bien le commentaire que vous faites souvent au quartier. Vous partiez de Messa pour le lycée Leclerc. Les gens racontent n'importe quoi. Il avait un vélo de course. Il a eu plusieurs vélos parce que c'est quelqu'un qui aime bien faire du sport à vélo. C'est tout. Et le vélo, à peu près. Entre Messa, quand il a été... il a occupé d'autres espaces. Il a été particulier dans d'autres ministères. Quand il a officié comme Premier ministre, il allait toujours à vélo. Et il allait au lieu dit Capitole, qui était à l'époque une salle de cinéma. Il se baladait comme tout le monde. Mais quand tu as dit qu'il avait un vélo, à l'époque où le vélo Zéphyr, quand on l'avait, c'était ce qu'on appelle les coloniaux qui avaient des vélos. Qui va te donner le vélo? Le vélo était comme une voiture. Les gens racontent n'importe quoi. Il est venu au temps moderne, hein, et ça a permis qu'il puisse acheter des vélos. Et il a toujours, même jusqu'à maintenant, il a des vélos. Donc il a appris le vélo à son âge adulte. Non, il n'a pas appris le vélo à son âge adulte. Il a appris à quel moment? Non, il a appris à un moment où il fallait qu'il ait un vélo et puis qu'il puisse accéder à faire son... Le président ne vous a pas dit à quel moment... Haut fonctionnaire, donc fonctionnaire pourquoi? Il n'avait pas de moyens pour avoir un vélo étant jeune. Il a été alors qu'il travaillait déjà. Avant, il a appris à faire le vélo à 30 ans. Je veux me le dire, j'ai dit simplement qu'il a eu le vélo au moment où il fallait qu'il puisse acheter un vélo. D'accord? Et il avait les moyens de l'acheter. Il a souffert à quel moment? Mais il a souffert comme tout le monde. Ne dites pas aux enfants au quartier que le président de la République est né avec la cuillère en or dans la bouche. Et puis quand il est arrivé, on lui a donné une bourse, il est allé très vite. Mais attendez, monsieur, il y avait des conditions. Et c'était très, très difficile. Très, très difficile à l'époque. Vous comprenez? Donc, si vous estimez aujourd'hui que l'expérience vécue et ce qu'il vit aujourd'hui, il vit même le temps de la numérisation, il encourage les jeunes à ne pas s'expatrier. Et quand vous encouragez ces jeunes-là, vous ne les dites pas la vérité à un niveau, ça veut dire que conséquemment, il y a un problème. Jean-Gilbert Barola, je vous propose de mettre une trêve à notre fil rouge, le fil rouge qui concerne les enjeux de 2025. Nous allons rentrer dans les sinuosités de votre vie côté jardin, pas absolument votre vie privée. Et c'est Haroun Nazira qui se charge de l'exercice ce soir. C'est le moment de mes préférences.
Rose Nazira, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans l'arène. Merci. Bonsoir Rodrigue et bonsoir notre cher invité, Monsieur le Président. Bonsoir madame. Vous êtes très élégant ce soir. Merci. On vous voit très souvent dans de beaux costumes avec des cravates très élégants, des bijoux en or. Est-ce que ça vous arrive des fois d'aller vers d'autres styles vestimentaires? Ça peut arriver quand je suis en tenue détendue. Bon, c'est l'habitude du père et au fils. Vous savez, quand vous avez un parent qui vous a éduqué à être propre, à savoir attacher une cravate, j'ai commencé à attacher mes cravates à 11 ans d'âge, parce qu'on m'a appris à faire le faire. C'est tout à fait normal que l'élégance suive. Ouais, c'est pas évident. Et c'est quoi vos préférences à part les costumes? Est-ce que vous prenez des fois des polos, des chemises, des t-shirts? J'aime les boubous, j'aime l'africanisation, les habits africains, je les aime. Voilà. C'est super. On vous connaît comme une personne très spirituelle. D'ailleurs, est-ce que vous êtes allé à l'église ce matin? Ce matin, je vais prier avec mon épouse qui est dans la salle. Ah, votre épouse qui est dans la salle. Elle est dans la salle. Justement, parlant d'épouse, il y a cela quelques années, sur ce même plateau, vous nous avez dit que vous aviez 4 femmes, 4 épouses, 2 blanches et 2 noires. Merci, je vais vous répondre immédiatement. Vous savez, j'ai un caractère beaucoup plus spirituel et je ne veux pas être très approfondi. Vous savez, il y a un choix. Et mon épouse est dans la salle. Je l'ai amenée pour que M. Rodrigue voie de quoi il s'agit, parce que vous savez, les gens disent des choses. Parfois. Mais c'est vous qui avez dit. Non, je pense que il y a quelques années. Je pense que pour rafraîchir la mémoire. Je voulais simplement vous dire que 4 sont devenus une. 4 sont devenus une. Ouais. Vous êtes sûr? C'est la spiritualité. Bon, je pense peut-être qu'il faut lui rafraîchir la mémoire. Pour rafraîchir la mémoire, si la régie peut m'accompagner avec une belle vidéo de notre invité. Ouais. Si je vous demandais de nous parler un petit peu de Georges J.P. Baolan, vie privée. Vie privée, j'ai 4 femmes, 2 femmes blanches, 2 femmes noires. Je prends même une 5e déjà. Ah bon? Ouais. Comment elle s'appelle la 5e? Oh, elle est médecin celle-là. Elle est en train de me regarder à la télévision. Je veux pas qu'elle me fasse des coups de gueule. Hein. Elle est noire ou moi ou elle est blanche celle-là? Non, c'est une jeune qui est une génie pour moi de la médecine. Et puis j'ai dit, bon, pourquoi ne pas en faire une épouse? Et puis voilà. Et ce que je voulais vous donner, je venais d'avoir une nouvelle naissance. Ah bon? Ouais, non. C'est ça. Donc c'est pour ça que vous me voyez lucide là. D'accord, c'est quel sexe? C'est une jeune fille. Ça porte au nombre de combien alors les enfants? Oh, quand je fais les décomptes, j'en ai 6, 6 à peu près. D'accord, vous avez fait tous vos enfants. Et puis j'aime aussi, j'ai 7, j'ai voulu, Kyrian. Quand je viens à la télé, elle me fait des coucous, elle me dit papa vas-y, autre pas là. Je suis là. Bon, juste pour savoir, est-ce que c'est la 5e qui est là avec nous? C'est la 5e qui est restée. On appelle la reine mère. La reine mère. Ça veut dire qu'elle n'a pas une autre seconde. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Hein. Vous savez ce qui me fait rire au Cameroun? On cherche des points invectifs autour de M. Baolan, qui n'est pas un prédateur. Je ne suis pas un prédateur au cigare. Je ne veux pas citer les noms. Voilà. J'ai de la bonne manière. Je vous dis, je suis quelqu'un qui sait prendre des responsabilités parce que je n'ai pas peur, j'assume. Ce soir, c'est pour ça que j'ai dit à Rodi que je suis venu avec mon épouse discrètement pour lui dire que ce n'est pas 4, ce n'est pas 5 non plus. J'ai choisi de modèle de vie et j'assume ma responsabilité. Quel qu'en soit les arrondis. Vous savez pourquoi aujourd'hui on parle toujours de ça? Les gens pensent que je ne comprends pas ce qu'ils veulent. Vous savez, quand vous avez une bouteille, comme celle-ci, et vous connaissez la valeur de la contenance, il faut la garder. Mais si vous ne savez pas la valeur, et que une autre personne connaisse la valeur, votre place, c'est à côté. C'est tout. Et je suis désolé, j'assume mes responsabilités sur le plan matrimonial. Si j'ai un enfant, j'assume, hein, ne vous ennuyez pas. Et mon épouse le sait. Je n'ai jamais caché ça. Maintenant, si je ne voulais pas inventer le temps, j'avais une vision. J'ai cru à cette vision à un moment. Maintenant, je partage une vie sentimentale, unique avec mon épouse. Voilà. Avec cette femme. Vous avez divorcé des autres? Non, non, mais chacun a pris son chemin. Et puis, je vous rappelle que rien n'est caché. D'autres ont gagné de la paille. Ça veut dire qu'on n'en parle plus. Je n'ai aucun contrat qui court. Sauf si on vous a donné une copie qui vacille encore. Moi, j'ai aucun contrat. Non, pas encore, pas encore.